donc bonjour tout le monde. Ça fait plaisir de vous voir, enfin en partie de vous en tout cas. Moi c'est Gillian Kant, je suis actuellement doctorante en STAPS, en co-direction avec le labo de recherche sur les sciences d'éducation et de communication, de l'ISEC, à l'université ici à Strasbourg. Je porte de multitudes de casquettes. J'avoue, c'est toute notre richesse ici, c'est qu'on a plusieurs à avoir beaucoup de métiers, de casquettes et autres. Je viens du monde de la petite enfance depuis une quinzaine d'années. J'ai commencé une crèche parentale à Strasbourg qui s'appelle Giving Tree, où on a voulu mettre en place la nature quotidienne dans la vie des enfants. Donc, un peu mon domaine, c'est vraiment les 0-3, mais les 0-6 m'intéressent beaucoup, surtout sur le plan de motricité, avec lequel je travaille avec le STAPS. Et je suis l'un des membres fondateurs d'une association, une petite association qui s'appelle l'Académie Petite Enfance, qui a été créée avec des acteurs, donc la Diaconesse de Strasbourg, et peut-être vous avez entendu parler aussi de Furet, voilà, qui a voulu avoir un laboratoire d'idées, un think tank, à réfléchir sur les questions de transition écologique et développement durable. Donc, ça fait depuis 5-6 ans maintenant qu'on mène des conférences, on mène aussi 2 festivals par an. Et je vais tout de suite commencer par la publicité. Le prochain festival, c'est en janvier, 31 janvier au 4 février, qui s'appelle Enfance et Nature. C'est une semaine qui est dédiée à des pratiques, de mettre l'enfant en lien avec la nature, de rencontres avec d'autres professionnels. Et on a cette année 2 journées qui seront en colloque autour de la notion de risque à l'Université de Strasbourg. Ce sera ouvert et gratuit. Donc, on va parler des constats. Qu'est-ce qui se passe actuellement en 2021? Pourquoi tout ce brouhaha autour de la nature? On va parler aussi de développement motrice de l'enfant en quelques grandes lignes, quelques rappels pour vous qui avez déjà étudié le sujet. J'aimerais bien introduire la notion de affordance. Si vous n'avez pas encore entendu parler de ça, c'est quelque chose qui est base de mon travail de recherche et qui peut vous apporter quelques outils et arguments par la suite. J'aimerais bien aussi regarder un peu, j'explore là où je peux, excusez-moi pour les petites fautes de frappe, puisqu'on est dans la notion de l'enfant, dans ce qu'il est curieux à faire de lui-même, de ses propres initiatives. Et puis après, creuser les questions de trois idées de qu'est-ce que c'est la cour exploratoire. Donc, qu'on puisse définir cela. Pour finir avec si la végétalisation dans le cours était juste le début, quelque chose bien d'autres. Et donc, les notions de clés à retenir, les références bibliographiques et les questions. Voilà. Donc, si vous êtes d'accord avec ce petit déroulement, on va démarrer. Alors, en 2021, on a des constats qui sont assez flagrants et très inquiétants sur les enfants qui ne bougent plus. Ils bougent moins. On parle, vous avez entendu déjà parler de cette syndrome de manque de nature? Ça vous dit quelque chose? Non, parce qu'il y a eu beaucoup de conférences et de discussions. Je vois qu'il y a des personnes qui connaissent bien. En 2005, il y a un journaliste américain qui s'appelle Richard Louv qui a écrit un livre qui s'appelle The Last Child in the Woods, qui a été le dernier enfant dans le bois, qui a été traduit en 2020 à un enfant en liberté. Donc, il a été la première fois traduit en français que l'an dernier. Il était traduit dans, je ne sais plus, 60 langues, donc il est massivement connu dans le monde ailleurs. Et dans ce livre, il parle du fait que les enfants n'ont plus de contact avec la nature, ce fait qu'ils sont retirés de ces possibilités de jouer et explorer dans la nature, en fait, fait un syndrome. Il a commencé à énumérer tous les syndromes qu'il voit, allant jusque les manques de motricité, jusque la dépression chez l'enfant. Donc, c'est un livre qui a 20 pages de bibliographie, qui a été fait donc, en 2005, et ses références sont toujours pertinentes aujourd'hui. Je peux vous inviter à les lire. En tout cas, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a une nette augmentation de baisse d'activité avec l'apparition de l'écran. Ça commence à partir de 2008, où on peut commencer à constater la motricité réduite, la mobilité de l'enfant, qui n'est plus en exploration ou en découverte de son environnement, mais qui reste assez sédentaire.
Après, on a une croissance assez forte depuis 2018, donc encore une année assez charnière, où on a des études qui sortent pour montrer que les enfants jouent de plus en plus, ou sont derrière les écrans de plus en plus, sur une chaise immobile, et donc ils ne sont pas en train d'utiliser leur corps à jouer ou faire autre chose. Donc après, on a toujours cet exemple de planning qui sont surchargés des parents et de vouloir aller vite aussi. On a de tendance d'attacher les enfants et les déplacer vite dans les poussettes ou dans les voitures pour aller plus vite. Voilà. Donc les études que nous avons aujourd'hui, ça date de 2005, comme je dis, Richard Louv avec 20 pages de bibliographie d'études. 2012 avec Douglas Lefranc au Québec, qui constate les enfants de 3 à 5 ans qui ne jouent plus que 12 minutes librement dans la journée. Voilà. Donc, le Québec a pris une décision de mandater dans les structures d'accueil que les enfants jouent 45 minutes en jeu libre à l'extérieur. Donc, ce qui est qui a été même décrété pour faire bouger les enfants. 2015, en France, l'Institut d'éveil sanitaire remarque que 4 enfants sur 10 ne jouent jamais dehors en semaine. Donc, ils ont fait un travail en regardant plus de 2000 enfants avec des questionnaires avec les parents et les professionnels. En 2018, le DGCS a fait une cohorte avec les enfants qui s'appelait ELF, où il constate 68% d'enfants de 2 ans sont devant les écrans de tous les jours. Donc, cette tendance est à la hausse avec l'usage des smartphones et tablettes. Donc, on est dans une tendance depuis 2018 croissante. Activité physique et usage des écrans de l'âge de 2 ans chez les enfants, voilà. Donc, il y a une demande de la Direction générale de la santé de réagir en face de cela. 2020, donc tout récemment, en novembre l'an dernier, l'Agence nationale de sécurité sanitaire et alimentation sort encore un chiffre alarmant, disant que 66% des enfants de 11 à 17 ans présentent un risque sanitaire préoccupant, qui passent 2 heures devant l'écran et moins de 60 minutes d'activité physique par jour. Quand je parle d'activité physique, on parle de se déplacer d'un endroit ou l'autre, monter un escalier, descendre un escalier. On n'est pas en basket, sport, etc. D'accord? Donc, voilà un peu où nous en sommes avec les chiffres que nous connaissons aujourd'hui en France. Alors, pourtant, la motricité, le fait de bouger est un peu le démarrage de tout. L'enfant, il est né, on dit que l'enfant est né inerte, même s'il gigote, mais il n'a pas un mouvement volontaire. Il va l'accueillir. Il est né avec ses réflexes primaires, comme vous connaissez. Je crois qu'il y en a 21 dans l'échelle Brazelton, où il va pouvoir faire des choses quand il arrive tout de suite dans le monde, mais après, il va passer une petite période où il est motricité très, très minimum. Il va accueillir donc un développement de cette motricité avec le temps et avec son mouvement de corps, qui va lui permettre de découvrir le monde qui l'entoure et lui-même. Donc là, j'ai pris l'échelle de Pichler, Émile Pichler, qui était un pédiatre hongroise, si vous ne connaissez pas, des années 50 en Hongrie, qui a beaucoup travaillé avec les enfants en motricité libre, à laisser les enfants bouger pour pouvoir trouver leur équilibre et de pouvoir acquérir toute la motricité nécessaire pour pouvoir grandir. Donc, elle a fait ces différentes étapes où on a les enfants qui vont être sur le dos, qui vont se mettre roulés sur le ventre, qui vont ensuite s'appuyer pour pouvoir lever la tête, trouver donc le poids de leur avant-bras et leur nuque et leur tête. Après, qui vont se mettre dans cette position pour pouvoir grimper et se mettre à 4 pattes pour pouvoir se tenir dans la position assis, de assis à nouveau à se déplacer et vouloir se tirer pour se mettre en vertical, et petit à petit qui vont gagner cette autonomie de pouvoir se déplacer. Donc ces étapes, chaque étape qu'elle illustre dans ce diagramme, vont être très importantes pour l'enfant de se mettre debout. Donc c'est quelque chose, cette motricité, qui est fondamentale de la construction de soi. Et on va revoir les enfants qui ont parfois des difficultés scolaires par la suite, qui vont revoir avec les psychomotriciennes ces étapes. En l'espace de 2 ans et demi, donc le temps qu'il est dans cette première accueil, structure, il va accueillir tout ce qu'il lui faut pour la motricité par la suite. Il va pouvoir mettre sa tête en arrière,
trouver l'équilibre et le sens de gravité. Il va trouver l'équilibre à marcher, aussi, sur des objets ou des surfaces qui ne sont pas régulières. Il va pouvoir trouver tout le mouvement des bras sagittales, donc en haut et devant. Il va pouvoir bouger ses bras librement pour pouvoir le faire avancer et qui va être début pour pouvoir courir. Il va pouvoir aussi faire une rotation sur lui-même. Donc, il a besoin de ses... Enfin, il va pouvoir se tourner sur lui-même, faire une rotation complète. Ça veut dire que toute cette motricité va prendre du temps, en 2 heures et demie. Il a besoin de l'espace pour pouvoir le faire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette motricité par rapport à la nature? Bon, je vais venir à ce concept de affordance. Affordances en anglais. On n'a pas trouvé un terme en français pour le dire. L'affordance vient de James Gibson, qui est un psychologue des années 70, qui s'est décrit un éco-psychologue. C'était tout un mouvement à l'époque. Et ils ont développé la théorie écologique de la perception. Pour lui, l'homme est comme un animal et il est guidé par, ses comportements sont guidés par ce qu'il perçoit, ce que son environnement lui offre en termes de potentialité d'action. C'est-à-dire que le bâton, ici cet exemple, le bâton a une affordance. Quand vous voyez un bâton, qu'est-ce qu'on peut faire avec un bâton? On va pouvoir creuser, taper, jouer, lancer, construire. On a probablement un infini de probabilités et possibilités. Et c'est l'enfant, c'est nous, en face de la nature, en face de l'élément, qui va trouver la perception de ce que ça peut être. Je n'ai pas besoin, ce qu'il voulait dire, c'est que l'enfant n'a pas besoin d'apprendre ce que c'est. Il va le vivre, il va l'utiliser, l'objet, l'élément, la nature lui-même va lui donner la perception qu'il lui faut pour le comprendre. Je ne vous ai pas perdu? Les valeurs et les sens sont issus de la perception versus la construction cognitive. Les enfants, naturellement, vont se poser des questions de ce qu'ils peuvent faire avec. Ils n'ont pas besoin de que vous lui disiez. Les intuitions. On peut dire intuition, c'est chez l'enfant, avant qu'on enlève. L'enfant qui vient, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je fais avec? Je sais pas, c'est mamie. C'est un enfant qui est en train d'ignorer qu'il a déjà peut-être ces réponses-là. Il est déjà, quelqu'un lui avait à un moment donné lui méfié de cette perception qu'il pouvait avoir de cet objet-là. Nous discriminons les objets de la topographie par rapport à ce que cela nous permet de percevoir. Ça veut dire que les enfants sont intelligents. Ils savent très bien ce qu'ils vont pouvoir faire et ce qu'ils ne vont pas pouvoir faire aussi. L'exploration directe de l'environnement permet la perception des affordances, de comprendre la potentialité de l'action. Donc, en ayant l'opportunité de prendre le bâton, je le lance. C'était pas très lourd en fait. Je vois que si je veux lancer quelque chose très 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 loin, peut-être j'ai besoin d'avoir quelque chose qui est un peu plus lourd. Si je veux gratter un sol, je prends un bâton qui est tout fin et casse. Si je veux vraiment gratter le sol, il me faut un bâton plutôt comme celui tout à gauche. Ces perceptions, lui, il va le construire lui-même, sans qu'on lui explique, sans qu'on lui instruise cette perception. Et donc, pour Gibson, la perception est le moyen d'adaptation animale. Si on n'a pas de perception, on ne peut pas s'adapter. Et ça, c'est très important, surtout dans toutes les études qui sortent par la suite sur la résilience. Parce que si on veut être adaptable avec les changements climatiques, à des choses qui changent autour de nous, à des nouveautés, etc.,
bah, il faut qu'on ait une perception qui est éveillée et qu'on est dans une capacité de comprendre ce qui se passe autour de nous. Voilà. Et donc, cette perception pour Gibson n'existe pas par un sens. C'est pas parce que j'ai vu que j'ai perçu. C'est parce que j'ai vu, j'ai senti, j'ai touché, j'ai goûté, je l'ai vécu, que je peux percevoir quelque chose. Alors, pour donner quelques exemples, les abondances dans la nature sont naturellement là. C'est-à-dire, on en a parlé un peu tout à l'heure, la lumière, la multitude de textures. Pardon. La multitude de textures, bah, la nature aura toute forme, différents types. On ne pourrait jamais le reproduire avec aucun exercice qu'on essaie de tenter de faire. Les températures variables. On va dehors, dedans, on a vu tout à l'heure, il est frais, et là on est chaud. Voilà, il y a une multitude de températures quand on sort. Si on est au soleil ou à l'ombre, si on est dans un courant de vent ou protégé. Les odeurs des saisons aussi. L'automne, il n'y a pas la même odeur que le printemps ou l'hiver. Quand on a les tilleuls qui sortent en fin mai, on sort autre chose qu'en ce moment avec des feuilles qui se décomposent. Et aussi l'air frais qui va tout simplement oxygéniser le cerveau. Et tout ça, ça fait la nature nous permet, elle est forte ça pour nous. J'aime bien ces images de toutes les différentes textures. Même l'enfant là, on retrouve comme dans l'image de Claire qui est en train de se mettre, en position pour se mettre debout. Bah, le sentiment en dessous de ses mains, si vous le voyez bien, les mains sont légèrement relevées et pas aplaties comme ça. Ça veut dire que cet enfant a senti en dessous et qui va adapter une posture pour pouvoir faire en fonction avec. C'est pas je dois avoir les mains plates comme ça et ça marchera. Je suis sur un sol qui me présente autre chose, j'adapte mes mains et je trouve mon équilibre comme ça. On a toutes les différentes impressions aussi avec l'eau et l'éclaboussement de l'eau, la sensation des fruits et légumes dans les mains, l'écorce d'arbres qui peut être rugueux ou lisse, la multitude de textures dans le sable et dans la boue. Tout cela est en train de permettre à l'enfant de percevoir, à la fois dans l'environnement dans lequel il vit et aussi lui-même, quelles sont ses capacités et quelles sont ses limites. On avait dit tout à l'heure, tout ce que la nature permet en termes de perspective et vue. On avait parlé de la myopie. Effectivement, quand on est à l'extérieur, donc c'est une étude qui a été faite par Tillman en 2018, qui effectivement a constaté la myopie et qui a fait les liens avec les enfants derrière les écrans. On sait que la lumière naturelle nous apporte un bénéfice en termes de stimulation à la fois oculaire, mais aussi en termes de développement psychique. Pour nous, de rester dans une pièce toujours enfermée n'est pas bon pour notre moral, notre humour. On a aussi la notion de distance, des détails dans les distances, c'est-à-dire que de pouvoir être dehors, on va pouvoir voir plus loin. Donc, je vais voir qu'il y a des choses qui se passent au-delà de mes paramètres qui sont sécurisés. Mais aussi de près. Et ça, je vous invite à faire avec les enfants, de regarder de tout près. Si vous faites ça, et vous regardez, vous allez voir beaucoup plus de détails. Et l'enfant qui est au du sol va percevoir énormément de choses que vous ne verrez pas. Le développement de perspective aussi, il y a cette étude qui a été faite au Japon où les enfants, ils ont fait une étude à travers le monde, où les enfants marchaient tous les enfants qui marchent sur un pont vont jeter quelque chose sur le pont. Ça, c'est que vous habitez en Afrique du Sud, au Canada, au Corée, au Japon. En France, c'est quelque chose que les enfants ont tendance de vouloir faire, qui est lié par des notions de perspective, de qu'est-ce qui est le cheminement logique, qu'est-ce qui se passe quand ça tombe, où est-ce que ça part, est-ce que je me retrouve de plus.
c'est une activité par excellence à faire avec les enfants, de voir sur le groupe comment ils vont réagir. Je pense qu'on a tous vécu ça nous-mêmes ou avec nos enfants. Voilà, on a aussi la possibilité dans la nature d'avoir une motricité, une liberté de motricité qui est toute autre que dans une pièce. C'est-à-dire qu'on ne peut pas construire assez d'immobilier ou éléments motrices pour l'enfant à l'intérieur. On a de quoi, on a des tout-terrains, des sols irréguliers, on a des troncs d'arbres, on a des creux, on avait parlé des trous. Tout cela, on trouve à l'extérieur. Aussi, ça peut nous donner des possibilités, une nouvelle possibilité de trouver l'équilibre, de sentir sa force aussi, d'avoir des vrais objets qui ont un vrai poids, de pouvoir soulever, on les trouve dans la nature. Aussi de développer la motricité fine. Il y a des détails, tout petits détails, sur les brindilles, sur les fleurs, des insectes, et ça nous permet de développer cette relation et cette motricité beaucoup plus fine. Donc, dans les enfants, il y a une étude qui a été faite par Erbengen et Orion en 2002, donc ça date un petit peu, mais je trouve qu'il est très intéressant de remettre à jour quand on parle des besoins de l'enfant. Parce qu'on peut faire des liens avec les besoins de tout vivant. Ça veut dire que les enfants ont un comportement environnemental lié à l'évolution des besoins de la condition humaine. C'est quelque chose qui est lié à notre condition, c'est d'être vivant. On veut se mettre en sécurité, on va toujours chercher cela en premier. Donc, ça veut dire qu'on veut éviter des hostilités. Ça peut être animalistique, ça peut être aussi topographique ou climatique. C'est-à-dire que je ne cherche pas à me faire mal. Tout être humain veut trouver des refuges, quelque part où je peux être protégé, ou m'abriter de vent ou de pluie. Avoir la capacité de construire un abri, donc ça veut dire qu'il faudrait que j'ai cette capacité de me protéger. Pouvoir m'orienter dans l'espace pour trouver un chemin, parce qu'il faut savoir si je suis perdue, comment je ferai. De pouvoir distinguer entre ce qui est comestible ou pas. C'est une question que je me poserai, tout être vivant se pose. Et trouver un terrain pour habiter, quelque part où je peux fonder une habitation, où je peux se sentir en sécurité, en refuge, en abri. Donc en regardant cela, on trouve des comportements chez les enfants qui sont assez intéressants. Et on peut faire des suppositions. L'enfant, quand il est à l'extérieur, quand il est dans sa cour, quand il est dans son jardin, il va chercher à courir. Je dis tout ça quand l'enfant se sent en sécurité. Un enfant qui ne se sent pas en sécurité, il ne va pas s'éloigner de vous. Et vous l'avez déjà collé à vous la main. Je parle bien de l'enfant qui est déjà dans une sécurité, qui est à l'extérieur. Il va se mettre en requête et chercher. Les âges vont différer. Un petit enfant n'ira pas aussi loin qu'un enfant plus grand. Et le vouloir courir, pour Erbengen et Orion, qui se sont appuyés sur l'étude de médecine, on fait ce lien que c'est soit pour chasser quelque chose, soit pour fuir quelque chose. Donc c'est quand même très utile de pouvoir courir. Il y a un besoin. De même pour un enfant qui grimpe. Grimper, c'est très utile dans la vie. Si on veut chercher un refuge, se mettre en sécurité ou se mettre à l'abri. Donc un enfant, naturellement, il va vouloir chercher à grimper. Donc, est-ce qu'il y a des possibilités dans votre cours à grimper? Et s'il y a la possibilité de grimper, qu'est-ce qui grimpe? Donc là, on est sur les éléments. Encore, il faut se rappeler que l'enfant, il est en train de faire la perception de ce qu'il a. Donc, quand il voit quelque chose à grimper, il est déjà en train de dire ça me permet de grimper, ça ne me permet pas de grimper. Il a cette intelligence de se poser cette question.
l'enfant aussi, il cherche à se cacher. Se cacher, c'est très utile dans la vie. Donc, encore qu'il ne cherche pas, il veut vous voir. Il veut se sentir ce lien et cette connexion avec vous, si se sent en sécurité avec vous. Mais se cacher, ça lui donne la possibilité de trouver du calme, trouver l'intimité, c'est aussi très important, aussi l'autonomie. Et puis l'enfant va vouloir construire. Donc il se déplace, il modifie son environnement. Il est acteur dedans. Donc dans vos cours, est-ce qu'il peut faire ça? Les copeaux. Pour ceux qui auront travaillé avec des enfants des tout petits, ça serait bien que les copeaux dans la petite allée qui était bien mis là vont se finir dans le bac à sable de l'autre côté. Ben, c'est parce qu'ils en ont besoin. On a tous besoin de pouvoir sentir qu'on peut modifier quelque chose, qu'on peut construire, qu'on peut changer notre environnement. Donc, est-ce qu'on donne ces opportunités pour les enfants? J'aime beaucoup la photo au milieu qui était faite dans une petite école au Québec où ils ont ramené des boîtes de foin et des branches. Et les enfants, bah, c'était leur jeu. Et j'ai dit ça, j'ai déjà intervenu dans un cours où ils n'avaient pas un projet de végétalisation. Et j'ai dit, bah, pourquoi pas amener la nature dans un cours. Amener ce que vous avez, à demander des parents d'amener des branches, des éléments, des foin. Et laissez-le jouer avec, ils vont construire de tas de choses. Donc, qu'est-ce que c'est un cours exploratoire? Je vous propose 3 idées, mais c'est une que 3. Je pense qu'il peut y avoir beaucoup d'autres. Un cours qui favorise le jeu libre, qui favorise cette exploration, ce temps où l'enfant va pouvoir mettre à la quête d'exploration et de percevoir l'environnement dans lequel il est. Alors, le jeu libre, qu'est-ce que ça veut dire? On a tous des définitions différentes. Je ne sais pas si vous avez des propositions. Est-ce que c'est le jeu libre? Laisser l'enfant tout simplement. C'est-à-dire que quand je suis avec les enfants, donc on est au jardin, alors il y a une carte d'un très grand jardin, c'est chanson. Quand les autres adultes me demandent mais qu'est-ce que tu fais là avec les enfants, donc je les laisse explorer. Et 2 minutes après, ils vont tous venir avec une feuille, avec tout ce qu'il faut. Vers de terre, on a des poules maintenant. Ah, les poules. Bon, voilà. Merci. C'est le jeu à l'initiative de l'enfant. L'enfant acteur, oui. Le jeu avec une infinité de possibilités. D'accord. Quand je suis arrivée en France au départ, j'entendais que le jeu libre, c'était quelque chose où l'enfant croit. C'était beaucoup à l'époque, c'était en 2004-2005, on parlait beaucoup de attention à l'enfant croit, qui peut faire tout ce qu'il veut. Mais est-ce que le jeu libre et faire n'importe quoi ou faire tout ce qu'on veut, est-ce que c'est pour vous, ça veut dire quoi? Qu'ils trouvent eux-mêmes l'initiative de faire quelque chose. Qu'ils n'aient pas besoin de dire je m'ennuie, qu'est-ce que je fais? Ils savent, ils ont des idées qui viennent naturellement. C'est-à-dire qu'il y a une règle, il y a un encadrement. L'encadrement, c'est souvent l'adulte qui lui a donné cette sécurité quelque part. Et cette sécurité l'encadre. Il sait qu'il est en confiance. Et là, ça lui laisse de toute exploration, de prendre ses initiatives. Et je pense que c'est un élément qui est très important, que le jeu libre ne rime pas avec la négligence. Et je pense que bon, vous êtes les premiers convaincus.
Mais quand j'ai présenté ça, c'était ce sentiment que le jeu libre pouvait être un signe de se désintéresser de l'enfant et de le laisser à faire n'importe quoi. Et je pense qu'on a tous besoin de redéfinir ça et mettre l'importance autour de notions de jeu libre comme quelque chose qui est l'initiative de l'enfant. Et c'est vrai ce que vous dites, parce que c'est vrai qu'ayant travaillé très très longtemps en crèche, les animateurs, enfin, les auxiliaires éducatrices, voire les éducateurs, disaient mais les jeux libres, mais on ne s'occupe pas d'eux. Et c'est souvent effectivement quelque chose de récurrent. Tout dépend de l'environnement qu'on leur propose. C'est un environnement riche, qui leur permet de s'ouvrir, de s'éveiller, etc. Mais là, naturellement, il pourra se passer tout ce dont je parle. Mais si c'est juste une fille, je ne veux pas dire un texte, mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être que ça va vers ce contrat. Donc, c'est qui à l'environnement propose du sujet? Il a besoin aussi de notre présence, ça a été dit ce matin. Le jeu libre devient n'importe quoi lorsque l'adulte n'est pas du tout présent, n'a pas de lien. En fait, ce qu'on dit là, ça revient à donner confiance à l'enfant. Le génie qu'il est, car l'enfant c'est un génie de 0 à 7 ans, et quand il commence à télécharger une chose dans la tête, donc laissez-le faire parce qu'il sait faire plein de choses, comme nager par exemple, il sait nager naturellement. Et le problème de l'enfant, c'est l'adulte, excusez-moi, parce que nous sommes beaucoup dans la parole, et comme on est adulte, on est plus grand, à la fois physiquement, à la fois au niveau de l'âge, on croit qu'on sait plus que l'enfant. Il faut tout simplement observer un enfant en lui créant, comme tout le monde a dit, un environnement sécurisé et apprendre avec l'enfant. On est parmi l'évolution dans l'éducation nationale, parce que moi je me souviens avoir été inspectée il y a une dizaine d'années, où j'avais tout un coin de peinture libre, de la peinture existait. Vous avez tout un matériel à disposition, pas de consigné. Et l'inspecteur vient m'inspecter et il m'a descendu totalement à côté des jeux libres, peinture libre. Mais à quoi vous servez? Vous ne travaillez pas finalement. Donc finalement, en fait, on essaie de s'occuper comme des jours et il faudra regarder les gamins pour dire que ouais, je travaille, regardez, voilà. Ben non. Et c'est vrai que j'ai dû me battre avec lui pour qu'il comprenne ça. Et maintenant, je suis contente parce que dans les programmes, c'est marqué, l'enseignant doit laisser de l'espace pour que l'enfant puisse jouer librement. C'est waouh, ça fait du bien à lire. Hein. C'est nouveau, c'est dans les programmes il y a moins de 10 ans. Et vous entendrez peut-être avec vos collègues aussi, quand vous avez un projet, les différences de conception des jeux libres. Et ça, c'est vraiment une question à se poser dans tout projet pédagogique. Qu'est-ce qu'on entend par la notion de jeu libre? Mais je pense que la cour exploratoire, il faut que ça soit un élément dedans. Et non pas l'instruction. Moi, je suis favorable aux classes dehors, etc. C'est intéressant aussi, mais c'est aussi cette liberté de... Ce qui revient beaucoup aussi dans ces espaces scolaires, c'est la notion de sécurité et la crainte de l'adulte à pouvoir laisser cette liberté à l'enfant. Comment faire en sorte que ce soit possible, tout en rassurant l'adulte en fait. Et puis les notions de responsabilité, qui sont quand même assez... Ils mettent une pression sur les institutions, les professionnels responsables. Mais c'est une pression naturelle, parce qu'on n'a aucune envie qu'un enfant se fasse mal. De toute façon, on n'a pas envie, donc on les laisse libre, mais effectivement, il y a quand même des règles qu'on peut définir. Mais en nous, on ne connaît pas tous les dangers. Déjà, je pense que mon avis, on peut leur dire. Je sais pas, c'est vrai que c'est délicat, hein, mais je pense que la pression, elle est plus dans notre cœur à nous. Enfin, elle s'ajoute à la pression effectivement institutionnelle, mais si un enfant se fait mal, naturellement, personne n'a envie qu'un enfant se fasse mal. On n'a pas besoin d'institution pour avoir peur, mais cette peur, comment la travailler, c'est ça. Ça, je ne veux pas couper les discussions parce que c'est vraiment le cœur je pense, de beaucoup de discussions autour de la cour et les jeux libres. Et je fais référence à nouveau de festival à France Nature où le 31 janvier et 1er, on va faire 2 jours sur ce sujet, de sécurité et jeu, de risque. Donc, je veux juste peut-être continuer avec cette deuxième idée qui pourrait être
un cours qui favorise le contact direct avec les éléments de la nature. Il y a un psychologue qui a travaillé ça avec un urbaniste qui s'appelle Nicholson en 1971, qui a développé cette notion de loose parts. Je ne sais pas si ça vous parle. Vous avez déjà entendu des objets libres. Enfin bon, pardon, on pense tous des anglicismes, mais comme j'ai... Pardon? Pièces détachées, ouais, j'avais déjà entendu ça, les pièces détachées. Ça veut dire que on parle des cailloux, des branches, des feuilles, des copeaux, des petits éléments qu'on trouve naturellement dans la nature et qui n'est pas détaché. Un arbre, il est attaché, on va dire. Donc c'est-à-dire qu'avoir des éléments qui sont à disposition des enfants qui favorisent ces douze parts. Et toute la pédagogie Reggio Emilia, si vous avez déjà suivi ou entendu parler de ça, qui s'appuie beaucoup sur ces théories-là. Mais quand on est dans la nature, avec des éléments, enfin dans des expériences avec les enfants, lorsqu'ils ont à disposition les 12 parts, les éléments détachés dans la nature, la création, langage, imagination est triple. Donc ils vont avoir un usage extrêmement ingénieux du usage des éléments, au contraire de l'élément, la pelle plastique qui était tout construit pour. Donc ça, il y a ample d'exemples d'études qui ont été à démontrer ça, notamment ce qui se fait au Danemark. Et donc, cette troisième idée, c'est avoir la cour où l'adulte accompagne. Oui, ça m'a énervé, pendant que je suis Google, je ne peux plus parler. Et pourquoi pas, ou la cour où l'enfant y joue. Donc, c'est aussi beaucoup sur cette question de posture de ceux qui sont dans le cours, de pouvoir permettre une véritable cours exploratoire. L'adulte déjà devrait adopter une posture où il a envie d'explorer lui-même. Il est là pour faire la garde, uniquement la garde, parce qu'il y a une notion de responsabilité et de surveillance, évidemment. Mais si ça, c'est la seule posture qu'il porte, la cour n'est pas aussi exploratrice que ça pourrait être. Vos connaissances et vos motivations vont beaucoup pour accompagner l'enfant dans sa découverte. J'ai vraiment dérangé par rapport à ce que mes filles ont vécu, qui étaient concernés différents éléments de avec leurs amis pendant le temps périscolaire méridien, ils avaient récupéré des feuilles, des petits bateaux, des petits cailloux, tout ce qu'ils pouvaient trouver. La ville est assez mais il y a quand même quelques éléments de la nature. Et ça leur avait permis de mettre en place un jeu de marchande, donc avec un système de monnaie. Voilà, l'équipe a souhaité que ça s'arrête. Parce que c'était ça. Et c'était juste dommage. Pourquoi pas possible. Il faut dire que dans une société qui veut tout contrôler, maîtriser, on est beaucoup là-dedans aujourd'hui, il est difficile de laisser les notions de jeu libre, de salir, de faire quelque chose que je n'avais pas prévu. Et ça dérange. Ça peut déranger fortement une structure qu'on a mis en place. On a pensé un cours comme ça, les copeaux sont là, l'arbuste est là, ça c'est là, et maintenant ils salissent tout, ça ne va pas, donc ils ne vont plus y aller. Et ça c'est dommage. On est en train de sabrer une potentialité très forte. Ça pose la question. Ça pose la question de la définition de la sacralité. Il n'y a pas de jugement par rapport à l'équipe. C'est important, c'est aussi parce que je pense qu'on a besoin aussi des personnes qui ont le cadre d'être formées, d'être sensibilisées eux-mêmes à ça, et de pouvoir les transmettre et aussi être à l'aise, parce que tout le monde n'est pas à l'aise par rapport à la nature. Donc c'est pour ça, il n'y a pas de jugement aussi par rapport à l'équipe. Je pense que quand on a parlé de transition écologique, quand on commence à réfléchir comme ça, on va avoir des enfants qui vont trouver ça tout à fait normal de se mettre le bout, de toucher, etc. Et donc c'est ça un peu notre travail aujourd'hui dans cette volonté de faire une transition de notre société, c'est aussi laisser ces opportunités pour les enfants. Si on ne le fait pas, on va juste quelque part reproduire ce qu'on a déjà fait. Donc, ça demande au Danemark, je lui ai ajouté, ils appelaient ça les âmes de feu.
les premières qui ont fait des écoles de forêt, c'était des pédagogues, enfin, qui s'appellent des pédagogues, des professeurs d'école, des pédagogues qui ont dit, allez, stop, on va faire autre chose. Et ils ont bataillé, ils sont allés et ils l'ont fait. Et ils étaient appelés les âmes de feu parce que rien ne pouvait les arrêter. Et chaque fois qu'on les dit non, c'était pas bon, ils disaient bah si, ils repartaient. Ça prend beaucoup sur soi-même. On n'a pas tous cette force-là. C'est pour ça qu'ils étaient appelés les âmes de feu. Je trouve que c'est intéressant parce que on a tous peut-être besoin de retrouver et être ensemble pour mettre un peu de chaleur dans cette âme. Donc, je souhaiterais terminer en quelques slides juste si la cour de végétalisation était juste le début. C'est-à-dire, on regarde cette cour, elle est chouette. Les cours internationales, enfin à côté de l'école internationale, c'est l'école maternelle de Bourbon, je crois. Elle a des arbres. Voilà. C'est pas mal. C'est quand même pas mal. On a vraiment vu des choses bétonnées. Et puis j'ai déjà vu des enfants jouer là-bas. Ils étaient très heureux. Enfin, dire autrement. Et entre vous et moi, si vous voulez passer une journée perspective d'enfant, là ou là, c'est la photo de la jardin pédagogique Steiner, donc deux collègues qui sont là. J'ai eu l'opportunité de faire 18 heures d'observation, comme Jane Goodall, cachée derrière cette rosier, à regarder ce que faisaient les enfants. Et je peux te dire que, perspective, peut-être je préfère regarder là la journée, je parle de vous, mais donc on a besoin aussi d'être réaliste et réel avec nous-mêmes, honnête avec nous-mêmes quand on fait ces projets. J'ai le même pour la crèche, c'est une crèche à Altkirch, celui qui accueille. Il est très très bien conçu pour l'enfant. Il ne va pas se blesser. Je le vois partout, peut-être qu'il peut se cacher encore un peu sur l'escalier. Il va pouvoir courir. Et puis, ça c'est la crèche centre-ville Strasbourg, des Gevinchuk. C'est la cour où passent les journées, les enfants. Donc c'est 100 mètres carrés, des gazons, qui étaient gazonnés au départ, qui était une jolie petite pelouse. Et donc pour tous les cours qui ont ce projet de mettre la pelouse, donc, c'est génial parce que ça va finir comme ça et on peut que être content. Voilà. Donc je crois que ce jour-là, ils étaient partis en expédition au Canada, ils ont fait un trekking des enfants et donc ils voulaient mettre le feu. Du coup, ils ont mis les rondelles comme ça, ils ont construit et ils se sont racontés des histoires autour d'un feu imaginaire parce qu'ils n'avaient pas de bord. Et avec eux, ils amenaient de quoi manger. Donc le bac était plein de nourriture. Et ils ont de cruche, évidemment, parce qu'il faut boire aussi. Donc voilà, c'était leur aventure. Et ils ont mis une tente pour se protéger. Voilà. Donc je vais juste laisser avec cette idée-là. C'était si le cours de végétalisation était le démarrage de retrouver la joie, le plaisir de découverte. Puis qu'on sait qu'ils sont les ingrédients pour pouvoir faire une société qui a de l'empathie, la créativité, la confiance et qui est motivée pour la transition. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous, parce que je crois qu'il y a vraiment une opportunité de créer des liens avec la nature, de créer des liens sociaux, de créer des liens avec soi-même. Et il ne faut pas qu'on loupe cette opportunité avec les cours. Donc c'est super de voir autant de monde, autant de questions et d'expériences autour de ce sujet. Je vous remercie. Les petits termes syndrome de manque de nature qui sont sur la fiche, démocratie libre, de quoi il s'agit, et encore ces théories d'Afrodance qui seront partagées avec vous par la suite dans la fiche. J'ai des choses à proposer aussi, mais on les retrouve tous sur le site l'académiepetiteenfance.com avec les vidéos qu'on a réalisées. Donc, il y a un qu'on a fait hors sol qui était un peu noyé en 2019.
Voilà. Il y a aussi le projet Oasis que je peux vous conseiller, tout nouveau celui-là, sur le projet des cours à Paris. Et vous pouvez le retrouver sur le site et vous pouvez cliquer dessus direct. Bon. Après, il y a des films, carrément, si vous voulez regarder des choses, je peux vous conseiller fortement. Alors, Childhood, Barnum de Margaret Holden, qui est maintenant gratuit sur Internet, qui a été traduit en français, sous-titré en français maintenant. On avait joué dans le festival Enfance et Nature quand il était sorti. Malheureusement, on avait que la version anglaise. Donc, vous connaissez bien L'école du dehors aussi, avec Mariette Felter. Elle a un projet de faire un deuxième film. Donc, il y a un petit groupe de chercheurs aussi en train de regarder, de suivre les enfants qui étaient là entre 2012 et 2015. Il y a l'école de forêt finlandaise qui est un petit documentaire de Claire Bouche aussi, qui est intéressant de regarder. Et puis les gens dans la nature d'Ariana aussi, qui explique plutôt dans le Paris scolaire comment ça fonctionne et comment former les professionnels à accompagner les enfants. Donc c'est des ressources, encore une fois, qui sont... Et puis là, j'ai les livres, il en a maintenant plein. Et c'est ça qui est génial. Allez-y, lisez tout ce que vous pouvez. C'est toujours très intéressant. J'ai fait la table, le stand avec des exemplaires à consulter sur place. Et puis voilà, c'est un sujet qui continue à évoquer. Voilà, très important que vous soyez aussi porteurs de ces projets et vos expériences comptent dans tout cela parce qu'on n'a pas de méthode. On dit toujours, on est en train de dire, il n'y a pas de top term, il n'y a pas de formation. On peut dire, voilà, dehors, vous allez faire ça, vous allez voir, ça va marcher très bien. Alors, ensuite, on fait le cours. C'est pas comme ça, on sait que ça marche pour bien. Et dès qu'on a changé notre perception même de l'éducation et de l'enfant, je crois qu'on vivra autre chose aussi aujourd'hui.